2 hommes, des centaines de milliards de dollars, et une trahison que personne n'a vu venir. Tu crois que les guerres au Moyen-Orient, c'est juste de la politique? Non, c'est du business, c'est de l'argent, c'est des ports, des routes maritimes, des investissements souverains qui pèsent des milliers de milliards. Et quand 2 des hommes les plus riches et les plus puissants du monde décident de se faire la guerre en secret, c'est toi qui paies l'addition sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va parler de la rivalité la plus dangereuse et la plus sous-estimée de la planète, celle entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 2 pays qui se présentent comme des frères. 2 pays qui, en coulisses, se battent pour contrôler l'argent du monde arabe, et peut-être bientôt l'argent du monde entier. Est-ce que tu sais combien ces 2 pays contrôlent d'actifs à l'échelle mondiale? On parle de fonds souverains qui dépassent les 1500 milliards de dollars combinés. Ils investissent dans tes actions, dans tes ETF, dans les grandes entreprises que tu connais. Et leur guerre froide influence chaque décision qu'ils prennent, chaque alliance, chaque trahison. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas apprendre ici va complètement changer la façon dont tu lis les marchés du Moyen-Orient. Et si tu veux pas rater les prochaines analyses comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Les gens qui dorment sur ces informations perdent de l'argent. Les gens qui les comprennent en gagnent. Commençons par le début. Tout commence en 2015. L'Arabie saoudite et les Émirats lancent ensemble une intervention militaire au Yémen. Officiellement, c'est pour stabiliser la région, contrer l'influence iranienne, remettre un gouvernement légitime en place. Et ça, tu l'as peut-être lu dans les journaux. Mais ce que les journaux ne t'ont pas dit, c'est l'autre raison, la vraie raison. Le Yémen est assis sur l'une des positions maritimes les plus stratégiques de la planète, le détroit de Bab el-Mandeb. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais écoute bien. Chaque année, des milliers de navires commerciaux passent par là pour relier l'océan Indien à la mer Rouge, puis au canal de Suez, puis à l'Europe. On parle de 10% du commerce maritime mondial. 10%. Si tu contrôles ce détroit, tu contrôles une artère vitale de l'économie globale. Et les Émirats le savaient parfaitement. Alors voilà ce qui se passe. Les Saoudiens entrent dans cette coalition pour une raison. Restaurer un gouvernement, réunifier le Yémen, stopper l'Iran. Les Émirats, eux, ont une autre mission dans leur tête. Ils veulent les ports. Ils veulent le littoral. Ils veulent construire une chaîne de positions navales et commerciales le long de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Pourquoi? Parce que la stratégie des Émirats depuis des années, c'est ça, contrôler les points de passage. Les nœuds du commerce mondial. C'est comme ça qu'un petit pays sans profondeur territoriale devient incontournable. Tu vois la différence? Même coalition, même ennemi déclaré, mais 2 objectifs complètement différents. Et pendant 4 ans, personne ne dit rien, parce que ça arrange tout le monde jusqu'à ce que ça n'arrange plus personne. Pendant ces 4 années, les Émirats font quelque chose de très intelligent et de très ambitieux. Ils ne se contentent pas de combattre les Houthis dans le nord du Yémen. Ils construisent, dans le sud, une structure parallèle. Des milices locales entraînées et financées par Abu Dhabi. Des relations tribales tissées avec de l'argent émirati. Le contrôle opérationnel du port d'Aden, l'un des ports naturels les plus profonds et les mieux positionnés de toute la région. Et en 2017, ils franchissent une étape supplémentaire. Ils soutiennent la création d'une entité politique, le Conseil de transition du Sud, le CTS. Ce mouvement séparatiste représente les populations du sud du Yémen qui veulent se séparer du nord. Et les Émirats leur donnent tout, financement, légitimité, structure, armement. Pourquoi? Parce qu'un sud du Yémen indépendant, c'est un sud du Yémen qui resterait dans l'orbite émiratie, avec ses ports, avec son littoral stratégique. Mais tu réalises le problème, là? L'Arabie saoudite combat cette guerre pour préserver l'unité du Yémen, et son partenaire de coalition finance des séparatistes qui veulent diviser le Yémen. Laisse ça rentrer une seconde. C'est exactement comme si tu t'associais avec quelqu'un pour rénover un appartement ensemble. Lui, il reconstruit les murs. Toi, tu construis une porte dérobée vers un appartement que tu veux garder pour toi seul. Et quand l'autre découvre ce que tu faisais depuis des années avec l'argent et les ressources de la rénovation commune, ça devient une autre histoire.
Et en août 2019, l'histoire bascule. Le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats, prend militairement le contrôle d'Aden, la ville qu'on peut considérer comme la capitale provisoire du gouvernement yéménite légitime. Le gouvernement que l'Arabie saoudite avait juré de protéger. Le gouvernement pour lequel des soldats saoudiens étaient morts. Des milliards avaient été dépensés. Mohammed Ben Salman, MBS, comprend en une fraction de seconde ce que cela signifie. Ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas un accident de guerre. C'est la preuve que les Émirats avaient construit quelque chose d'incompatible avec l'objectif saoudien, et qu'ils l'avaient fait délibérément pendant 4 ans sous couverture d'une alliance. Le coup de téléphone qui suit est l'un des moments les plus importants de la géopolitique arabe récente. Et bien sûr, il n'existe aucun compte-rendu officiel. Mais les actions qui ont suivi parlent d'elles-mêmes. Le message était simple. Vous avez 24 heures pour retirer vos forces. La fraternité, c'est terminé. En septembre 2019, les Émirats annoncent un redéploiement stratégique au Yémen. Ils réduisent leur présence militaire visible. Mais est-ce qu'ils abandonnent le CTS? Non. Est-ce qu'ils coupent les financements? Non. Est-ce qu'ils lâchent le contrôle des ports qu'ils ont construits? Absolument pas. C'était la concession minimale. Calculée au millimètre pour ne pas briser officiellement l'alliance tout en sauvant l'essentiel de ce qui avait été construit. Et MBS l'a accepté. Mais à partir de ce moment-là, les deux hommes savent exactement à quoi s'en tenir. La rivalité qui couvait sous la surface depuis des années devient la réalité opérationnelle qui va remodeler tout le Moyen-Orient. Maintenant parlons argent, parce que c'est là que ça te touche directement. Cette rivalité, elle ne se joue plus seulement sur les champs de bataille. Elle se joue dans des salles de conseil d'administration à Londres, New York, Singapour. Elle se joue dans les décisions d'investissement des fonds souverains les plus puissants du monde. Le Public Investment Fund saoudien pèse aujourd'hui plus de 700 milliards de dollars. Abu Dhabi Investment Authority, côté émirati, gère plus de 900 milliards. 2 mastodontes, 2 stratégies, 2 visions de ce que doit être le Moyen-Orient de demain. Et voici le cœur du problème financier. Ces 2 pays veulent la même chose. Devenir le hub économique de référence de la région. Attirer les sièges des multinationales. Capter les flux de capitaux internationaux. Devenir la destination principale du tourisme d'affaires, du tourisme de luxe, de la tech, de la finance. Dubaï contre Riyad. Les Émirats contre Vision 2030. Chaque dollar d'investissement étranger qui choisit Dubaï plutôt que Riyad, c'est un dollar que l'Arabie saoudite ne capte pas. Chaque entreprise internationale qui maintient son bureau régional aux Émirats plutôt que de le déplacer en Arabie saoudite, c'est une relation que Riyad perd. Ce n'est pas anodin. C'est une guerre économique totale, menée avec des costumes et des poignées de main dans des forums d'investissement. Et cette guerre a des répercussions très concrètes sur les marchés. Quand l'Arabie saoudite annonce des projets comme Neom, ces gigantesques chantiers dans le désert censés incarner la ville du futur, c'est aussi un message aux investisseurs mondiaux. Venez ici, pas là-bas. Quand les Émirats signent les accords d'Abraham en 2020 et normalisent leurs relations avec Israël sans coordination réelle avec Riyad, c'est aussi un coup stratégique pour se positionner comme l'acteur le plus moderne, le plus ouvert, le plus bankable de la région. Est-ce que tu vois le schéma? Chaque décision géopolitique est aussi une décision économique. Et chaque décision économique a un impact sur les marchés que tu suis. En Libye, les Émirats financent un camp. En Arabie saoudite, on préfère un autre camp. En Afrique de l'Est, les Émirats multiplient les accords portuaires dans des pays comme Djibouti, la Somalie, l'Érythrée, construisant une chaîne de positions navales le long de la mer Rouge que les Saoudiens considèrent comme leur zone d'influence naturelle. Au Soudan, les Émirats investissent massivement dans les forces de soutien rapide, une entité militaire qui entre en contradiction frontale avec les plans de transition que Riyad soutient. Partout où tu regardes, tu retrouves la même logique. Les Émirats progressent dans des espaces que l'Arabie saoudite pensait verrouillés par la géographie et l'histoire. Et les Saoudiens réagissent en accélérant leur propre transformation économique, en ouvrant plus vite, en investissant plus fort, en signant plus d'accords. C'est une course. Et l'enjeu, c'est de savoir qui va structurer le futur économique de toute une région.
Maintenant, la dimension personnelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette rivalité sans comprendre la relation entre ces deux hommes. MBZ, Mohamed Ben Zayed, dirigeant des Émirats, a joué un rôle de mentor pour MBS dans les premières années de sa montée au pouvoir. Il lui a montré comment concentrer l'autorité, comment moderniser sans se faire renverser, comment utiliser la puissance militaire pour signaler aux voisins que les règles du jeu ont changé, comment gérer Washington de façon directe, personnelle, sans passer par les circuits diplomatiques classiques. MBS a tout appris. Et ensuite, il est devenu plus grand que le professeur, dans chaque dimension mesurable. L'économie saoudienne est 15 fois plus grande que celle des Émirats. La population saoudienne est 8 fois plus nombreuse. Et l'Arabie saoudite détient quelque chose que les Émirats n'auront jamais, la légitimité religieuse de gardien des 2 mosquées saintes. Une autorité symbolique dans le monde arabo-musulman qui ne s'achète pas. Quand l'élève dépasse le maître et commence à viser les mêmes territoires, les mêmes capitaux, les mêmes alliances, la relation se transforme. Ce n'est plus de la gratitude. Ce n'est plus de la collaboration. C'est une compétition avec tout le poids de la proximité et de la trahison dedans. Ce type de rivalité est la plus dangereuse. Pas celle entre ennemis déclarés. Celle entre anciens alliés qui se connaissent trop bien pour se faire confiance. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi, concrètement? Si tu investis ou tu t'intéresses aux marchés émergents, au pétrole, aux fonds souverains, aux entreprises qui cherchent à s'implanter au Moyen-Orient, cette rivalité est une variable que tu dois absolument intégrer dans ton analyse. Elle explique des décisions d'investissement qui semblent irrationnelles si tu ne connais pas le contexte. Elle explique pourquoi certains projets saoudiens avancent à une vitesse stupéfiante, malgré des obstacles logistiques énormes. Elle explique pourquoi Dubaï continue d'attirer des capitaux, même quand Riyad offre des conditions en apparence plus avantageuses. La géopolitique, c'est pas un cours d'histoire. C'est une carte de risque pour ton argent. Et les gens qui la lisent bien dorment mieux la nuit. Ce que cette histoire nous enseigne, au fond, c'est une règle universelle que tu peux appliquer bien au-delà du Moyen-Orient. Quand 2 acteurs puissants s'allient, la vraie question n'est pas ce qu'ils disent construire ensemble. La vraie question, c'est ce que chacun construit en parallèle, pour lui seul, avec les ressources de l'alliance. La vraie question, c'est à quel moment leurs intérêts divergeront-ils? Et qui paiera le prix de cette divergence? Dans les affaires, dans les marchés, dans les partenariats d'affaires, la réponse à cette question peut te sauver ou te couler. Le Yémen a été le laboratoire de cette leçon à l'échelle d'une région entière. La prochaine fois que tu entends partenaire stratégique, allié naturel ou vision commune, souviens-toi d'Aden. Souviens-toi du coup de fil de 24 heures. Et demande-toi ce que chacun est en train de construire de son côté, dans l'ombre de l'alliance officielle. Parce que dans le monde de l'argent et du pouvoir, personne ne construit vraiment pour toi. Tout le monde construit pour soi. La seule différence, c'est à quel moment ça devient visible. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur ce que la géopolitique fait vraiment à ton portefeuille, alors fais une chose maintenant. Like cette vidéo. Ça prend 1 seconde et ça m'aide à continuer à produire ce type de contenu que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Commente en bas. Tu pensais que l'Arabie saoudite et les Émirats étaient vraiment alliés? Dis-moi ce qui t'a le plus surpris. Et si tu connais quelqu'un qui investit sans comprendre ces dynamiques, envoie-lui cette vidéo. Littéralement. Tu lui rendras service. Abonne-toi si tu veux pas passer à côté de la prochaine analyse. Parce que la prochaine, elle touche une autre alliance qui est en train de craquer. Et cette fois, les conséquences financières seront encore plus directes pour toi.